Mesdames et messieurs, chers amis, le musée est le lieu de la rencontre avec les œuvres, avec le patrimoine, avec les autres, avec soi-même aussi parfois. La première visite au musée est un moment fondateur. Elle l'a été pour vous, chère Simone, il y a quelques années, quelques 60 années, c'était hier, quand venu du Liban, vous vous êtes rendu au Louvre. Vous y avez trouvé des formes, des fragments de langage lointain, et pourtant si proches, qui vous parlaient si fortement. Depuis quelques jours, vous résidez ainsi chez vous, dans le département des Antiquités orientales, qui vous a formé. Nous en sommes particulièrement heureux et fiers. Nous avons l'année dernière créé un nouveau cycle, Leçons d'artistes, pour lequel nous invitons une grande figure de la création à proposer, au printemps, son regard sur le musée et ses collections. Cette année, chère Simone, vous avez eu la générosité de bien vouloir partager avec nous votre regard sur les œuvres de la Mésopotamie et du Proche-Orient ancien. En faisant retentir les voix des Antiquités orientales, vous nous faites entendre les fracas de ces pierres qui, désormais silencieuses, étaient alors pleines de puissance et de violence. Ce projet, vous l'avez développé en conversation avec la directrice du département, Ariane Thomas, et avec ses équipes, notamment Grégoire Nicollet et Hélène Lemot, qui partageront la scène avec vous pour les 2 prochaines séances. Je tiens à les en remercier très chaleureusement. Ces leçons d'artistes, dont les 2e et 3e séances auront lieu le 30 avril et le 2 mai, sont l'occasion de passionnantes conversations. Et d'abord entre votre regard, votre œuvre contemporaine et le Louvre. Les membres du département offriront leur regard sur votre création et vous présenterez le vôtre sur les collections de notre musée. Ces conversations se prolongeront dans les salles jusqu'au 11 novembre prochain avec l'exposition du même titre, Voix des Antiquités orientales. Dans les vitrines, au cœur des salles, des œuvres de 2024 dialoguent avec les créations réalisées il y a 4000 ans, leur donnant une toute nouvelle présence. Chère Simone, je souhaite vous remercier très sincèrement de votre engagement à nos côtés, dans notre musée. Et j'ajoute dans votre musée. Votre savoir, celui du cœur comme celui de l'esprit, est une inspiration. Je suis très heureuse que le musée du Louvre soit le premier grand musée national français à vous consacrer une présentation personnelle en dialogue avec ses œuvres qui sont aussi inconsciemment les vôtres. Vous confiez ainsi en avoir recréé sans même les avoir vus. Avec vous, je souhaite remercier les équipes du musée du Louvre qui ont travaillé à ce projet, notamment Donatien Gros, conseiller pour les programmes contemporains à mes côtés, et Nicolas Marbeau, qui a accompagné la préparation de ces séances, et l'ensemble des équipes techniques de l'auditorium à la manœuvre pour ces belles soirées. Il nous reste désormais à redécouvrir ensemble ces voix et à aller ensuite les écouter dans les salles. Je vous souhaite une magnifique soirée au Louvre. Merci de votre présence. Bonjour à tous, merci d'être nombreux aujourd'hui. Merci à notre présidente Laurence Descartes d'avoir rendu possible ce programme et effectivement beaucoup, même si on ne peut pas commencer par remercier tout le monde, Donatien Gros et Nicolas Marbeau qui ont fait cette rencontre et évidemment maintenant, puisqu'on m'a donné le devoir de prendre la parole la première, merci à Simone qui va nous faire une leçon. Moi, je serai, je l'espère, une madame loyale, pas trop ennuyeuse, en pendant antique de cette création très contemporaine qui habite désormais une partie des salles des Antiquités orientales que vous pouvez voir après la conférence ou quand vous le voudrez pour plusieurs semaines et mois et on s'en réjouit. Alors, à la demande de Simone, je commence parce que je l'en remercie encore à travers ces voix des Antiquités orientales. C'était, selon votre vœu, à la fois
faire parler ces œuvres qui effectivement témoignent de violence et de passion qui parfois ne sont pas si bruyantes dans les salles mais qui l'ont été dans l'Antiquité, mais aussi d'un monde long, vaste dans le temps et dans l'espace que vous connaissez et dont vous avez répété combien vous souhaitiez par cette occasion les faire un peu mieux connaître, d'où mon rôle de Madame Loyal qui va commencer par un aspect pas du tout contemporain, l'espace et le temps antique, avec cette grande carte qui nous déporte donc de l'Europe vers le proche et Moyen-Orient, pour rappeler que l'espace que Simone Fattal nous fait l'honneur de vouloir mettre plus en lumière de manière contemporaine, c'est ce grand espace qui va de l'Asie centrale jusqu'à l'Afrique du Nord et du Caucase jusqu'à la Corne de l'Afrique. En fait, ça dépasse même la carte que je vous présente, avec, juste pour donner quelques repères, 3 grands domaines qui sont pour l'essentiel donc le plateau iranien, la Mésopotamie, qui est cette plaine alluviale traversée par le Tigre et l'Euphrate, et ce qu'on appelle le Levant, d'un nom de diplomatie un peu vieux, qui correspond à cet espace à la fois intérieur et côtier, le long de la Méditerranée orientale, avec Chypre, qui sera le clou d'ailleurs des leçons et donc de ce que Simone éclaire. Ça, c'est l'espace, brièvement le temps que vous avez souhaité rappeler aussi, qui est un temps très long puisque le département des Antiquités orientales et plus généralement cette discipline recouvre un espace-temps qui commence vers 10 000, à la fin de la dernière période glaciaire que nous ayons connue à ce jour, et qui a vu les premiers villages, la première sédentarisation, tout en précisant, parce que je sais que ça vous, et ça nous d'ailleurs, on se rejoint, tient à cœur, que ça n'est évidemment pas une stratégie unique et que le nomadisme et le semi-nomadisme a bien sûr perduré jusqu'à aujourd'hui. Donc, vers 10 000, début de la sédentarisation, on vous a mis quelques autres jalons qui fascinent, parce que je crois que Simone, vous vouliez vraiment mettre en valeur des œuvres, mais aussi des sociétés, quelque part, et ce qu'elles nous ont apporté. Donc aussi le fait que nous devons à ce territoire l'économie de production qui est la nôtre, et le fait donc de ne plus se satisfaire seulement de la chasse, de la cueillette ou de la pêche. C'est également dans ce domaine géographique et temporel que l'on voit vers le 4e millénaire apparaître les premières villes, qui donneront ensuite les administrations et les systèmes politiques étatiques organisés plutôt proches, là encore, de ceux qui sont les nôtres, en héritant des leurs. Et enfin, également, malheureusement ou pas, les ambitions impériales et souvent les très vastes conquêtes militaires et guerres qui vont avec. En parallèle de ces jalons, et je ne veux vraiment pas être trop bavarde, en accord avec Simone et en clin d'œil d'ailleurs à une œuvre qui lui tient à cœur, j'ai mis en dessous quelques jalons techniques et presque artistiques, en tout cas de civilisation, avec notamment quelque chose qui a occupé nos conversations, qui est le fait qu'en Orient, on voit aussi apparaître les premières transformations chimiques de matériaux qui sont au cœur, quelque part, de votre création. Alors évidemment, on pense à la céramique, on durcit au feu de la terre et elle devient indestructible, mais avant elle, c'est le plâtre par la calcination du gypse qui est apparu dès le 9e, 8e millénaire et qui est en grande partie le matériau par lequel on a créé la statue dont vous voyez seulement le visage. C'est un détail, mais vous pouvez la voir en entier dans les salles, qui est une statue provenant d'Ain Razal en Jordanie, un dépôt très généreux du gouvernement de Jordanie et qui est par ailleurs, je ne vais pas dire un des chouchous, mais en tout cas une œuvre dont on partage une affinité tout à fait particulière avec une vision. Donc on voulait quand même vous la montrer ce soir. Et puis évidemment, à côté du plâtre et de la céramique, on vous a rappelé, puisque on y reviendra, mais Simone, éditrice, on ne pouvait pas ne pas rappeler que c'est également le territoire où a été inventée l'écriture pour la première fois, suivie longtemps après, au milieu du 2e millénaire, de l'alphabet qui a été récupéré à peu près à l'identique par nous, en y adaptant simplement un système vocalique.
Maintenant que j'ai donné ce cadre général qui, j'espère, vous explique un tout petit peu, comme on me l'avait demandé, pourquoi c'est fascinant l'Orient antique, et en remerciant encore Simone de nous avoir demandé de le faire, je mets une carte du monde pour élargir la focale et rappeler que les antiquités orientales, c'est une discipline assez récente, quelques 150 ans tout au plus. Avant, on ne savait plus déchiffrer ces textes et on ne connaissait plus cette longue histoire. Elle a été retrouvée sur des territoires qui, on va y venir tout de suite, sont au cœur de votre propre histoire. Mais elle a aussi essaimé et elle est l'œuvre de tout un tas de chercheurs dans le monde. Elle est présente dans tout un tas de musées. Vous avez vous-même dit que vous les avez rencontrées, les antiquités orientales, à Paris, aux États-Unis. On va y revenir. Donc on a voulu élargir cette focale pour aborder, avant d'aller aux œuvres, ce que vous évoquez comme les réminiscences conscientes, inconscientes de ces territoires et de ce qu'ils vous ont apporté. Et du coup, on a quelques images avant d'entrer dans les œuvres qui sont sur ces réminiscences possibles de territoires qui, au jour d'aujourd'hui, évoquent en même temps l'Antiquité sans que nécessairement vous l'ayez su au départ, notamment pour les architectures. On vous a ici mis une archive du département et une œuvre du département. 4000 ans les séparent et en même temps, vous voyez que l'architecture perdure. Ça, c'est en Irak, mais je bascule sur des terrains qui vous sont encore plus proches, avec notamment ici des maisons en pisé à Katna, en Syrie. Merci Ariane de cette magnifique introduction. Oui, donc ces paysages et ces pays de la Mésopotamie, entre les deux fleuves, comme on dit, ont été extrêmement formateurs pour moi. Par exemple, cette image de Katana, c'est un village que je visitais beaucoup avec ma mère. Et ces maisons existaient quand je les ai visitées. Elles étaient tout à fait comme ça. Et ces paysages qui sont quand même à 2 pas d'une ville moderne comme était Damas, il y avait bien sûr l'ancienne ville, mais qui n'est pas si ancienne, et les quartiers nouveaux, qui étaient très beaux, des villas en pierre, modernes. Cette juxtaposition d'un lieu moderne avec d'un lieu qui ressemble autant aujourd'hui comme il était il y a 3000 ans ou 4000 ans, faisait que, ou a fait que, pour moi, cette juxtaposition était naturelle. Donc, je m'identifiais autant à la modernité qu'à cette impression ancienne. Et a développé aussi un amour extraordinaire pour ces paysages. Parce que si je n'avais pas cet amour, cette complète, appartenance à cet endroit, je n'aurais jamais pu produire des œuvres qui semblent sortir d'il y a 8000 ans, ou 4000 ou 5000. D'ailleurs, dans le Louvre, si vous visitez l'exposition, il y a plusieurs de mes œuvres qui sont beaucoup plus archaïques que ce qu'il y a dans les vitrines. Oui. Donc, c'est inexplicable. Ariane parle de réminiscence, c'est possible, mais c'est certainement, on ne peut pas l'expliquer, on ne peut pas le démontrer. Enfin, plutôt, il est démontré, mais sans explication. Et là, ça se rapproche de l'archéologie. On s'est dit ça souvent. Oui. Vous avez des œuvres qui... Vous avez dit « Ah, mais je ne savais pas que vous aviez ça et j'ai fait la même chose. » Oui, j'ai ça, exactement. Aussi, par exemple, je vous ai raconté qu'une fois, je visitais le musée d'Athènes et devant une œuvre, j'ai dit « J'ai l'impression que je l'ai faite moi-même. » Et elle était de Chypre, curieusement. Parce que Chypre, il ne faut pas oublier, vraiment, fait partie
en Syrie, on considère que Chypre fait partie de la Syrie historique, bien sûr. Et c'est normal, c'est le premier jalon entre l'Orient et la Grèce, entre l'Orient et le monde au sens large du terme. Donc voilà. Le rapport au pays, enfin effectivement, on C'est avait dit vraiment un l'archéologue, rapport, il ne sait pas, mais il y a des choses qui sont dans sa tête et vous avez dit que oui, c'était la même chose. ce sont des architectures qui m'habitent, des formes qui m'habitent et qui reviennent qui viennent très naturellement au moment où je travaille. Et donc, on a mis quelques autres archives de sites qui vous sont chers, qui nous sont chers à tous. Palmyre, évidemment, auquel on ne peut que penser, puisque on se disait ça a survécu. Bon, vous le savez, malheureusement, qu'il a subi de très graves dommages. Mais voici une photo du tout début du XXe siècle, encore aux archives. Et puis, pour retourner dans votre parcours, on a aussi mis Alep. Bien sûr. Non, mais avant, pour parler de Palmyre, il y a des nouvelles images que j'ai recueillies. Des équipes polonaises ont déjà beaucoup travaillé et restauré des choses de Palmyre, autant des sculptures que le site lui-même. Et d'ailleurs, je les ai utilisées dans un collage tout de suite, voilà. Ils sont au musée de Damas. C'est un lieu, Palmyre, je ne peux pas vous dire combien il est beau, parce que c'est un miracle, c'est un oasis au milieu du désert, c'est un endroit magnifique, comme tous les endroits magnifiques de l'archéologie. Donc Alep, pour parler d'Alep, c'est une ville, mes deux parents, les familles de mes deux parents viennent d'Alep, parce que beaucoup de chrétiens syriens habitaient plutôt Alep que Damas. Ils ne sont venus à Damas qu'au XIXe siècle, alors qu'ils étaient à Alep depuis le XVIe. C'était une ville cosmopolite, beaucoup plus que Damas. Parce que Damas était considérée comme une ville sainte, donc il n'y avait pas beaucoup d'étrangers. Mais Alep était le carrefour commercial de la Syrie entre Constantinople et le reste de la Syrie. Évidemment, le souk d'Alep est resté, contrairement à celui de Damas, intact parce qu'il était en pierre, sauf dernièrement, et la citadelle il y a des monuments magnifiques, des mosquées et surtout la citadelle. Voilà, l'image du souk est quasiment ce qu'on voit aujourd'hui. Tout à fait. Alors on a fait un trick parce que là on met le souk de Damas, les rues de la vieille ville de Damas, autre ville qui vous est très chère. Et oui, donc cette image, c'est vraiment ce que j'ai vu enfant. On avait une voiture, mais il fallait qu'elle se fraye le chemin à travers les ânes, les carrioles, les piétons et les bicyclettes. Il y avait beaucoup de bicyclettes à Damas. Je dois dire que c'est assez proche de ce qu'on a vécu aussi. Toutes ces maisons sont en pisé. Ouais. Sauf quand on arrive dans une mosquée, dans une médressée, alors là, c'est construit en pierre. Mais autour, c'est du pisé. Et avec des constructions magnifiques. Alors, rapidement, c'était quelques photos, où on a aussi échangé sur ces archives photographiques qui montrent une permanence. Et puis, effectivement, malgré tout, on ne peut pas faire les clips sur les dégâts qui font d'ailleurs que certaines de ces photos sont aujourd'hui extrêmement précieuses, justement pour les efforts de reconstruction que vous avez évoqués. Mais comme l'idée était de suivre un peu votre parcours, on glisse plus au sud, vers la côte et vers le Liban, avec Beyrouth, qui est aussi évidemment une ville ô combien oui, ma belle.
D'abord, Beyrouth a été une très grande découverte pour moi parce que c'est là où j'ai vu la mer pour la première fois. Et à l'époque, on voyait la mer de toutes les rues. Quand on se promenait, de partout, on voyait la mer. Et c'était un miracle. Et elle est toujours aussi miraculeuse parce que Beyrouth a une énergie extraordinaire. Elle est différente de Damas, autant que deux villes peuvent être différentes. L'une est une ville de l'intérieur et l'autre est une ville au bord de la mer. Et donc j'ai vu cette dichotomie tout le temps dans ma vie. On faisait Beyrouth-Damas une fois par semaine. Deux univers en permanence. Et alors, ceci dit, pareil, on fait un peu des clins d'œil d'une histoire en images avec ces archives du département. On a mis cette photo de la mer parce que vous avez insisté, évidemment, on comprend qu'à Beyrouth, l'appel du large qui vous a emmené bien au-delà de la Méditerranée, jusqu'évidemment en Amérique, mais aussi à Paris, et où vous nous avez dit souvent que si vous étiez très heureuse, et nous aussi, ô combien encore merci de ce dialogue, mais vous connaissiez les salles, vous connaissiez même les salles d'avant le Grand Louvre, vous aviez fait l'école du Louvre, et donc les antiquités orientales de Paris vous étaient familières. En fait, c'est vraiment à Paris que j'ai rencontré les antiquités orientales, parce que quand j'habitais donc Damas et Beyrouth, on voyait les sites, mais il n'y avait pas de sculpture, il n'y avait pas non plus l'histoire. Il n'y avait pas tout l'appareil scientifique qui va avec. Et donc, quand je suis venue à Paris pour étudier justement les antiquités orientales, j'ai découvert toutes ces sculptures des Gudea qui étaient à l'époque, c'était très sévère et très austère. Ils étaient tous ensemble à gauche, dans la même salle. Et là, voilà, c'était un coup de foudre parce que ces personnages ne ressemblaient à rien, ils ne ressemblaient pas du tout aux antiquités égyptiennes auxquelles on est beaucoup plus habitué, que j'avais visité déjà en Égypte. Mais là, c'est un nouveau monde qui s'ouvrait. C'était ces personnages qui sont pas sur les murs, qui sont debout, qui sont caractérisés par le regard, en fait. Comme ce qu'on a vu, la première sculpture d'Abou Ghazal, où elle est vraiment caractérisée par ce regard incroyable qui nous regarde depuis 8000 ans. Et les Gudea sont pareils. Ils regardent la divinité. Ils sont tous dans une position d'orant, de prière. De prière. En prière éternelle. J'ai cherché le mot. Ils prient. Et ça définit beaucoup ce pays et ce paysage. Donc, j'ai commencé à étudier. Alors, les noms de ces Gudea étaient aussi barbares pour moi que pour les... Mais pour tous. Voilà. Mais Gilgamesh, Umbaba, alors tout ça est devenu extrêmement familier. Les déesses, Ishtar. Donc, j'ai quasiment... On peut dire que j'ai fait presque tous ces personnages et qui reviennent. J'ai pas fini avec eux. J'ai fait plusieurs Gilgamesh. D'ailleurs, on va les voir. Simone a même fait des personnages que dans l'Antiquité orientale, on n'avait jamais osé représenter. Donc, on va avancer, vous allez voir cette révélation. Mais qui part d'ailleurs de l'atelier. C'est mon atelier. Donc, au milieu de l'atelier, vous voyez, si vous pouvez voir ce grand personnage debout avec comme tête un disque doré,
C'est une de mes premières sculptures de cette taille et elle représente Dionysos. Et donc c'est toujours ou un dieu ou un personnage mythique ou une légende. Ah ben voilà, et on le voit mieux ici. Et en fait, cette forme de personnage à longues jambes est venue à cause du premier personnage que j'ai fait, qui était Adam. La première œuvre que j'ai faite quand je suis arrivée au département de sculpture à San Francisco, c'était Adam, parce que je lisais beaucoup de mystiques musulmanes. Et dans Mystique musulmane, Adam est un très grand personnage, c'est un prophète et il est très haut de taille. Donc pour donner cette force, cette image de haut de taille, il fallait faire de longues jambes. Et à partir de là, tout ce qui a suivi un peu la même forme. Et donc, ce que je fais, en fait, vient beaucoup de mes lectures. Donc à l'époque, si je lis sur la Grèce, je fais Ulysse, je fais ses compagnons, je fais Dionysos. Si je lis l'épopée de Gilgamesh, nous partons en Mésopotamie, et je fais Humbaba. Là, Humbaba, je l'ai fait très vite, parce que c'est un personnage que je trouve qui a été si maltraité dans l'histoire. Il a été tout de suite assassiné. On va y venir. Chacun sa version, effectivement. Et ceci dit, je me permets de dire que c'est aussi une des richesses de cette rencontre, puisque les antiquités orientales, et vous le mettez en lumière, ce sont des œuvres. On va vous en montrer certaines, mais ce sont aussi des documents, des textes. Grâce à l'argile, dans les deux cas, il y a beaucoup de figurines d'argile, mais il y a surtout des tablettes qui ont traversé le temps et qui font que ce corpus de textes antiques est énorme quand d'autres civilisations, leurs papyri, leurs parchemins ne se conservent pas. Nous, on a conservé même ce que sans doute les anciens en Antiquité orientale n'auraient pas vraiment aimé qu'on lise. Mais l'argile, ça conserve, donc on a tout gardé. Et ce lien au texte, vous avez dit à quel point c'était fondamental dans votre inspiration, pas seulement esthétique et visuelle. Oui, l'argile a ça d'extraordinaire, c'est que c'est la première, non, c'est pas la première, après le plâtre. Après le plâtre. Un matériau donc très ancien, très naturel. Comment on a su tout de suite le cuire, le faire passer par le feu, et souvent 2 fois. Ouais. C'est ça aussi, cette transformation, cette alchimie magnifique qu'il fait que d'abord il passe une fois et ensuite la couleur vient en deuxième, et qui peut durer 10 000 ans et qui peut se casser en 1 minute. Et cette fragilité-là, c'est ça qui donne une vie à ces personnages. Et c'est ça que je vois quand je travaille ou que je les regarde dans les vitrines du Louvre. C'est un miracle qu'ils soient, parce que c'est vivant. L'argile, c'est vivant. Et donc, quand vous voyez Humbaba chez vous, il est aussi vivant que le mien. Un plus vieux que l'autre. Et dans des mondes, je me permets de rappeler, où effectivement, de toute façon, on essaie à l'argile, c'est passé dans la Bible, dans l'idée qu'on crée l'homme à partir de l'argile, et le terme pour dire qu'on mourait était qu'on retournait à l'argile. Donc c'est effectivement la définition même, dans l'Antiquité orientale aussi, de la vie et de la mort. Alors, il n'y a pas que de la céramique, on a des œuvres en bronze aussi de votre part. Oui. Et vous avez généreusement essaimé dans les salles du département comme un nouveau jeu de piste entre les salles dédiées à la Mésopotamie qui sont ici et puis les salles du Levant, ce que j'ai dit tout à l'heure, donc la façade de la Méditerranée orientale, avec le clou qui est le début ou la fin en bouquet de ce parcours qui est autour de Chypre et qui du coup organise aussi ces leçons comme vous les avez souhaitées, puisque si aujourd'hui on va maintenant vous montrer un peu les œuvres que Simone a généreusement
sélectionné, mais aussi créé exprès pour cette présentation dans les salles du département d'Antiquité orientale au Louvre. Vous avez aussi souhaité que la deuxième leçon, on a commencé à vous dire pourquoi, soit sur les textes à la rencontre des mythes de tous ces personnages que vous avez rencontrés dans les musées, mais que vous avez aussi beaucoup rencontré dans les lectures des traductions de textes cunéiformes, avec des textes, encore une fois, je remercie Simone de mettre l'accent sur le fait que ça peut devenir votre livre de chevet, parce que c'est magnifique, de l'épopée de Gilgamesh à l'histoire d'Utanapishtim et d'autres noms effectivement improbables. Ce sont des histoires fascinantes qui d'ailleurs ont largement infusé de la Bible à l'Avesta, en passant par des contes d'Asie centrale. On reconnaît que ce sont des récits extraordinaires puisqu'ils ont inspiré un peu tout le monde et évidemment la mythologie grecque aussi. Et puis la dernière leçon sur Chypre, encore une fois le bouquet absolu et donc en ces temps de brassage. On y reviendra, donc venez pour la dernière leçon avec Hélène Lemot. Donc nous, on va parcourir ces œuvres que vous avez choisies, créées et fabriquées. Ben voilà un exemple d'une stèle, d'un personnage qui est à peu près un personnage, en même temps une stèle. On ne sait pas si c'est tellement abstrait. Bon, j'ai proposé de mettre un menhir à côté, parce que d'abord les couleurs, la couleur, on ne peut jamais la faire exactement, c'est un miracle quand elle arrive, et là, c'est une couleur absolument exactement comme celle des autres objets de la vitrine, ce doré, et puis il est vraiment abstrait. C'est un menhir. Et ça interroge, pour le coup, des représentations. On en a parlé, effectivement, nous. Alors, donc, vous voyez bien, ceci dit, si on n'avait peut-être pas mis le cartel, vous ne sauriez peut-être pas. Et c'est précisément l'intérêt de cette œuvre contemporaine et de cette œuvre ancienne, qui sont séparées. On a mis bronze moyen, c'est pour être opaque, pardon. Elle date donc du 2e millénaire avant notre ère. Donc, en gros, 3000 à 4000 ans les séparent. Et en même temps, on a, c'est vrai, déjà une réflexion à partir du 2e millénaire, théorique dans les milieux religieux et qui se reflète dans l'art sur la représentation ou la non-représentation vers l'abstraction des représentations divines humaines avec ce qu'on appelle des bétiles, donc la pierre du Dieu, et où quelque part on a de moins en moins besoin même de cette esquisse du visage, à l'inverse des yeux, du visage hyper important sur d'autres œuvres des antiquités orientales. On a cette tendance vers ce qui deviendra l'aniconisme, le fait qu'en tout cas la divinité devient abstraite et est une pierre dressée seulement. Donc allez voir ces rencontres. On a aussi beaucoup parlé donc, de l'épopée de Gilgamesh et de Humbaba qui vous a beaucoup là, vous voyez Humbaba. J'ai essayé de le faire. Humbaba, si vous savez, c'est le gardien de la forêt des cèdres, et qui était si puissant que son cri provoquait le tremblement de terre. Donc imaginez-vous un être pareil, extraordinaire. Mais que fait Gilgamesh et son ami Enkidu? La première chose qu'ils font, ils veulent aller le tuer pour avoir accès aux forêts des cèdres. Et donc moi, je voulais absolument le remettre vivant, le ramener pour qu'il recommence à garder les forêts. Nous en avons vraiment besoin aujourd'hui. Et c'est fou parce que, en fait, les hommes font pareil. 3000 ans avant Jésus-Christ, on voit un arbre, on fait boum boum. Et de nouveau, aujourd'hui. Donc, Humbaba est là pour protéger la forêt. Et j'ai essayé de le rendre
il ne ressemble pas, pour une fois, à son modèle. Exactement. Et moi, alors, je me Il permets... ressemble à ce que moi je vois. C'est pour ça qu'on a demandé à Simone, qui avait en tête ces représentations, on en a mis une. Humbaba n'a pas obsédé que Simone, en fait. Et dans l'Antiquité orientale, ce démon terrible, dont effectivement le seul cri fait trembler la terre, était un des démons très représentés. On a mis un seul exemple, mais effectivement, ce qu'on représente la plupart du temps, c'est ce cri. Donc là, pour le coup, on a une attention à son visage, à sa bouche énorme, et pas tant que ça à son corps. Et quand on le représente sans se focaliser sur sa tête, c'est pour montrer effectivement alors son assassinat ou la victoire de Gilgamesh, selon comment on le voit, puisque Gilgamesh a, en fait, bien avant Hercule et ses 12 travaux, accompli un certain nombre d'actes surhumains, impossibles, dont celui de venir à bout de ce démon monstrueux et effectivement de rapporter du cèdre pour la construction depuis le Liban, grosso modo, jusqu'en Irak du Sud, à Uruk, où il règne. Donc cette gloire-là, elle est très représentée, et quand Simone nous a montré son Humbaba et sa série de Humbaba, c'est vrai que je lui avais demandé si on pouvait plutôt, dans ce cas, le montrer, non pas en Mésopotamie, parce qu'en Mésopotamie, il est représenté mort en passe de l'être, ce qui compte, c'est de montrer qu'on l'a vaincu, mais plutôt dans les salles de Byblos, l'une des plus anciennes villes du Liban, plus près de cette forêt des cèdres qu'il a gardée, parce qu'effectivement, vous le représentez très vivant, et vous le représentez, même, je dirais, vibrant. Il faut s'en approcher. Il y a une forme de vibration de l'argile qui peut-être reflète, pour revenir à ce tel qu'on l'a intitulé, les voix. Alors, c'est pas le tremblement de terre, je vous rassure, mais on s'approche quand même de cette vibration terrifiante, supposée terrifiante, de Humbaba, ici revenu au Liban. Et en effet, selon une autre lecture, avant qu'il ne soit victime d'une forme de braconnage, bon, qui est aussi une lecture possible de l'héroïsme de Gilgamesh. Alors, en revanche, on retourne à la Mésopotamie. Vous avez été très inspiré par des reliefs assyriens du premier millénaire. Oui, donc, puis un jour, voilà, cet objet est en porcelaine, et j'ai très naturellement fait ce sac assyrien qui, comme vous voyez, ressemble exactement à son modèle de la fresque murale. Et c'est un objet cultuel, d'ailleurs, qu'on voit souvent sur les murs. Mais je peux dire que je n'ai pas du tout voulu l'imiter. Il est venu comme ça, mais il lui ressemble. Mais peut-être parce qu'on a besoin après d'une cérémonie de bénédiction, puisque c'était des petites situles qui servaient à bénir et à protéger, comme le fait ici ce génie à tête de rapace qui protège le palais assyrien d'Ashur-Nazir-Pal II. Est-ce qu'il contenait quelque chose? De l'eau, alors je ne vais pas dire de l'eau bénite, parce que je ne veux pas faire d'anachronisme, mais en quelque sorte, encore une fois, rien n'a vraiment été réinventé, et d'autres religions ont repris des rituels anciens. C'était une forme d'eau bénite, et on aspergeait, si on comprend bien, les rituels assyriens très riches en magie. Et puis là, il y a une massue, parce que quand vous lisez les poèmes à propos de Inanna, on lui demande beaucoup d'utiliser les massues pour tuer l'ennemi. Et donc, voilà, j'en ai fait une. Cette fois-ci, elle est en argile. Elle n'est pas émaillée. Elle est cuite au feu de bois. Donc, les couleurs sont chaque fois différentes. Elle a une couleur différente de Humbaba. Selon la place qu'une pièce est dans la four, il est plus ou moins rouge, noir, jaune. Donc, voilà, la massue...
Et du coup, peut-être je peux ajouter que, en effet, donc vous allez le voir au fur et à mesure, vous en avez déjà vu un peu. En fait, on a constaté qu'on pouvait faire, d'abord que vous nous laissiez aussi très libre. Vous aviez vous-même fait des rapprochements et on était souvent très d'accord. Donc des rapprochements qui, vous en avez vu certains, sont théoriques, inspirés des textes ou des monuments, d'autres très formels, très esthétiques, d'autres de matière, de couleur. Vous venez de l'évoquer, et je glisse un remerciement au fait que Simone Fattal ne nous a jamais dit « Ah ben non, moi j'ai jamais vu ça comme ça, je vois pas pourquoi vous rapprochez ça de ça, etc. » Au contraire, non, et que cette grande liberté, on l'en remercie parce que l'archéologie est une science rigoureuse, mais où on doit quand même toujours admettre qu'on ne sait pas grand-chose et peut-être même rien, que ce qu'on sait peut changer au fil d'autres découvertes, et que c'était aussi un exercice formidable de pouvoir se prêter à des rapprochements et que tout le monde aussi puisse s'y prêter. Donc je vais vous avouer que sur cette diapositive, je le dois à, ça me permet aussi de remercier ceux qui nous ont aidés à préparer ce PowerPoint, à d'autres que nous deux qui ont rapproché ce qui est en fait un outil de tailleur de Khorsabad et une amulette, l'un sans doute effectivement pour cet aspect de force, parce que la grande déesse Inanna qui associe virilité et féminité comme personne, et comme personne d'ailleurs dans aucune autre religion, c'est quand même une très grande figure, Inanna Ishtara, eh bien oui, elle fracasse la tête de ses ennemis, elle le fait même à la place du roi assyrien en lui disant « Reste tranquille, je vais au combat et je rapporte la victoire ». Donc voilà, mais ceci dit, pour vous donner ce qu'on sait en tant qu'archéologue, là pour le coup c'était plutôt un tailleur de pierre qui tapait avec ce marteau pour faire les murs sur lesquels on avait les reliefs assyriens, et l'autre objet est une amulette effectivement dont la couleur peut se rapprocher de cet objet dont il faut s'approcher pour voir vraiment la couleur. Vous savez la difficulté que la photo ne le reflète pas toujours. On reste dans le domaine assyrien, oui, avec The Vengeful Angel. Alors là, c'est un ange vengeur. J'ai voulu vraiment faire un ange vengeur parce que je considère que quand il y a des guerres, il ne faut pas du tout se lamenter et accepter, mais au contraire, se dire, il faut l'arrêter, il faut dire aux hommes, ça suffit. Sinon, moi, je vais intervenir. Moi, je vais me venger de vous qui menez. Les dieux ont toujours trouvé que les hommes faisaient un peu trop de bruit, n'est-ce pas? Et donc, et celui-là, je l'ai pas fait pour cette exposition. Je l'avais fait après l'explosion du port de Beyrouth, et qui était tellement un événement tellement monstrueusement terrible, qui a vraiment eu des répercussions qui sont encore là au Liban. Et donc, j'ai fait ce personnage pour dire ça. Et je suis ravie qu'on l'ait mis dans cette exposition. Ici, il prend une toute autre signification parce qu'il est au milieu également de scènes de guerre, de scènes de violence. Et il faut rappeler qu'il ne faut pas être violent. Les 4000 à 5000 ans d'expérience, en tout cas historique, des textes mésopotamiens et plus généralement orientaux démontrent quand même qu'on n'a pas une seule guerre dont on se dise après que c'était vraiment super. C'est plutôt l'horreur, et ces désastres de la guerre, ils sont effectivement partout dans la salle où est ce Vengeful Angel, avec ces reliefs assyriens du premier millénaire qui, à des fins rhétoriques, pour terroriser et vaincre avant même d'avoir à combattre, pour beaucoup, montre ces prises de villes dramatiques où les êtres sont précipités, les villes sont détruites. Je rappelle d'ailleurs que, pour toujours évoquer ces textes qui vous inspirent, au-delà de ces reliefs magnifiques, terriblement magnifiques, le Proche-Orient est aussi connu pour avoir inventé ce qu'on appelle les lamentations, ensuite dans la Bible. Les lamentations sont un genre littéraire qui dit combien la guerre est horrible et porteuse effectivement de drames et de nuits. Il y a les deux, il y a les lamentations et il y a les imprécations. Exactement. Il y a et c'est aussi fort l'un que l'autre, et je crois que les imprécations, c'est aussi nécessaire
que le reste. Et donc, on vous engage Voilà. à aller voir les reliefs et à aller faire les des lire aussi. applications. On ne va pas vous lâcher. Voilà. Vous avez également exposé dans nos salles cette œuvre. Alors là, il fait partie de la série des guerriers. Toujours ce personnage très haut de taille. Et ces guerriers sont venus, donc depuis le début, après Adam, il y a eu les guerriers. Vous savez, les hommes adorent la guerre. Pourvu, dès qu'on leur dit allons-y, hop, on y va. Et donc, mais pour moi, le guerrier n'est pas celui qui fait la guerre, c'est celui qui défend et qui fait de son mieux pour défendre sa patrie, sa maison, son lieu. Et donc, celui-là, voilà, ils sont toujours un peu retour de guerre, un peu cassés, mais bon, voilà. Et alors là, en fait, on en avait trop. On aurait pu mettre une mosaïque de guerriers cassés, abîmés. Donc, on vous invite plutôt à aller les regarder parce que le dialogue est intense et multiple dans nos salles. Là, oui, c'est vraiment un personnage, on va dire, phénicien, égalithique. C'est... Et là, pareil, je vais être courte aussi. Nous, on s'est dit, mais Simone, qu'elle dise qu'elle l'a vu ou qu'elle se rappelle plus qu'elle l'a vu, elle a forcément vu, en fait, ces figurines chypriotes qui, du coup, voisinent avec elle, en rapprochement, en tout cas, très, très formel, sur lesquels on est à peu près tombé d'accord assez vite aussi. Mais effectivement, question de l'inspiration près ou de l'avoir vu avant. Pareil, pour ces trônes... Le vôtre et le nôtre, l'antique et le contemporain. Là, on a mis vraiment ce trône dans la salle où il y a le trône antique, et je trouve qu'ils ont les mêmes proportions quasiment. Bon, mon petit personnage, il est succinct, on va dire. Oui, mais en même temps, il est tout aussi succinct, d'ailleurs vous le voyez mal sur la photo, il faut aller dans les salles, que le fait qu'en fait on n'a pas complètement tranché ici sur cette forme d'aniconisme avec ces deux pierres dressées, mais qui en même temps portent aussi une gravure de la divinité. Alors là, on est quand même dans quelque chose de figuré. Donc ça se rapproche jusque-là, au-delà de la forme du trône, dans la représentation, on va dire, hésitante. Est-ce qu'on reste dans l'abstrait ? Est-ce qu'on figure le personnage quand même? Donc allez les voir, ils sont tout à côté l'un de l'autre, bien exprès. Et là, alors là, ce sont des personnages féminins et j'en ai fait aussi beaucoup. J'ai fait des Vénus, j'ai fait des Ishtar, et là c'est juste simplement des femmes. Des femmes qui dialoguent avec d'autres femmes carthaginoises du monde punique et qui dialoguent aussi techniquement, puisque là vous avez émaillé ces céramiques et évidemment c'était aussi un artisanat très développé. Et les œuvres qui l'environnent sont elles aussi glacurées, donc venant de Carthage. Là, on passe sur un autre format, parce qu'on n'a pas parlé de format et ça ne se voit pas à l'écran, mais il y a des œuvres qui sont petites et puis d'autres qui sont plus monumentales. Oui, Humbaba, il est grand. Humbaba est grand. Cette victoire aussi. Et cette victoire, c'est en bronze. C'est la première œuvre en bronze de l'exposition. C'est une victoire. Elle tient un oiseau. Et il y a beaucoup d'oiseaux dans l'Antiquité, comme vous pouvez voir sur l'image. L'oiseau représente la bonne nouvelle, en fait. Et donc, nous croyons beaucoup à la victoire et aux bonnes nouvelles. Et puis, il y a tellement de victoires dans le Louvre, très spécialement. La plus importante étant la victoire de Samothrace, que tout le monde connaît. Mais j'ai voulu être vraiment dans cette lignée, dans cette perspective des choses. Et du coup, nous, on l'a mis en regard. Le personnage tient
assis, tiens, un oiseau. Exactement, un temple boy, c'était des petits bébés dodus qu'on mettait dans les temples pour protéger les enfants avec un oiseau qu'ils tenaient la plupart du temps à la main, à Chypre en l'occurrence. Mais des oiseaux, des victoires, pareil, il y avait trop de choix. Et de nouveau, je parle de liberté parce que je glisse qu'en fait, vous avez même été inspiré par une balade aux Tuileries. Exactement. En fait, il y a très très longtemps, au moins 10 ans ou peut-être plus, je me promenais aux Tuileries et il y avait une statue de jeune homme qui avait la main comme ça. Et un vrai oiseau s'était installé sur sa main. J'ai trouvé que c'était un instantané superbe. J'ai pris la photo et ça m'est resté. Et donc, quand on m'a demandé de faire une chose pour une sculpture qui pourrait être dans un lieu public, j'ai pensé à ça, parce que comme je l'avais vu dans un lieu public. Et donc, voilà, c'est l'histoire de la victoire. Et ça me plaît bien parce qu'encore une fois, pareil, faites votre choix et votre propre imaginaire à partir du vôtre. Voilà, c'était... Bien sûr que la représentation de la victoire et la représentation des oiseaux est extrêmement signifiante au sein des antiquités orientales. C'est pour ça que le choix était difficile. Mais en même temps, ça peut aussi venir de partout ailleurs. Et là, alors, on entre carrément dans ce qui n'a donc jamais été représenté. Je vous l'avais dit, Simone s'est lancée dans le fait de donner corps, image, au super sage. C'est la traduction littérale d'Utanapishtim qui a inspiré le personnage de Noé. C'est, Simone l'a un peu dit, dans l'Antiquité orientale, on a ce récit assez, on va dire, cynique, que l'humanité a été créée pour servir les dieux, mais qu'elle s'avère effectivement bruyante, très bruyante, et que donc on va l'anéantir par le déluge. Là encore, je vous laisse comprendre les autres textes que ça a pu inspirer. Ceci dit, le Dieu de la sagesse et des eaux qui a créé l'homme veut quand même sauver sa création et choisit donc le plus sage d'entre eux, Utanapishtim, en lui conseillant de se préparer un bateau bien imperméable et de sauver la création pendant le déluge qui va advenir et qui advient, qui est raconté dans ce texte magnifique, encore une fois, que je vous invite à lire et que vous découvrirez en plus avec d'autres, donc dès la semaine prochaine avec Simone et Grégoire Nicolet. Donc Utanapishtim, il est le super sage qui vit aux confins du monde, le seul immortel, celui qu'on ne peut voir que quand on traverse le monde avec des barques. Donc en fait, évoquer Utanapishtim, il y a des citations magnifiques, mais en images, nous, on a juste cette idée du voyage impossible, celui qui vous emmène au-delà de votre vie, au-delà du monde, là où réside Utanapishtim. Mais vous lui avez donné forme. Oui, parce que Utanapishtim, c'est le seul homme qui est devenu immortel. Et donc, c'est vraiment l'imaginaire idéal. C'est ce que Gilgamesh va essayer de trouver en cherchant Utanapishtim pour lui demander le secret de l'immortalité. Et c'est ça la grandeur de cette épopée de Gilgamesh, c'est que c'est la première fois où, d'ailleurs dès la première épopée, l'homme va se demander pourquoi la mort et comment vais-je échapper à la mort. Et il va donc chercher, il a entendu parler de ce super sage, il va aller le chercher et lui demander que lui aussi, il veut être immortel. Et au moment de l'atteindre, évidemment, ça n'arrive pas. Il ne pourra pas être immortel, mais il y en a donc un seul. J'ai essayé à quoi ressemble l'homme immortel, exactement ça. Et alors, il était effectivement super sage parce que la première leçon qu'il dit à Gilgamesh, c'est « essaye déjà de ne pas dormir ». Et évidemment, il n'y arrive pas. Donc, mais encore une fois, on vous invite à le lire. Côté architecture, parce que ça aussi, on parle avec Utanapishtim de ce qui n'est pas tellement présent
en Antiquité orientale, parce que là, on n'a jamais osé le représenter. Mais l'architecture, on a parlé du pisé, de l'argile, c'est un monde où on a construit des choses absolument monumentales. Je ne citerai que Babylone, mais il y a un nombre de villes qui ont suscité évidemment le fantasme de leur grandeur, de leur superbe, mais qui ont disparu parce que les architectures d'argile, dès lors qu'on ne les entretient pas, eh bien, elles disparaissent, elles fondent. Et donc, c'est souvent la grande absente, parce qu'on parle de sites qui étaient extraordinaires, admirés par tous, mais contrairement aux sites grecs ou autres, eh bien, c'est pas en pierre, et il y a souvent plus rien ou pas grand-chose à voir, en tout cas difficile à lire. Et vous, du coup, eh bien, grâce à vous, il y a un peu d'architecture maintenant dans nos salles. C'est-à-dire que l'architecture en Mésopotamie, en Syrie, n'a pas survécu parce qu'elle était en briques crues et que c'est impossible que ça résiste au temps. Et moi, j'ai fait beaucoup de ces modèles d'architecture en papier mâché. Donc le papier mâché a la même vie éphémère que la brique crue. Et donc ça ressemble à des architectures tout en ressemblant aussi à des ruines. Mais moi je les appelle pas des ruines, j'appelle des architectures ou des maisons. Et là on a comme ces modèles en papier mâché ne pouvaient pas survivre, je les ai fait faire en bronze. Et ça, c'est un des temples que je propose dans les magnifiques salles des Antiquités orientales. Et comme elles sont en bronze, eh ben, elles basculent aussi sur quelque chose que l'Antiquité orientale a produit, à savoir des maquettes en argile, mais des maquettes en bronze. Et donc ici, au regard de la maquette du parvis d'un temple à Suse, en Iran, du 2e millénaire avant notre ère, Mais vous avez des maquettes en argile qui sont extraordinaires. Et il y a des maquettes en argile devant lesquelles Simone s'est donc arrêtée en disant « Je ne les avais jamais vues, mais presque en rêve, puisque je les avais faites. » C'est ça. Alors voilà, ça c'est pour moi des grands prêtres sumériens. C'est pas des goudéas, donc il a fallu également réfléchir pour trouver à quoi ça ressemblait. Et là, c'est aussi la terre non émaillée, cuite au feu de bois. Voilà, c'est un couple de grands prêtres. Le standing figure, et vraiment, là encore, la matérialité, la sensibilité de la création ici contemporaine, qu'on vous invite à regarder avec ces figurines qui sont très proches de ce point de vue-là, et qui, elles, au contraire, donc, datent du 1er millénaire avant notre ère à Chypre. Mais alors, on parle de personnages, le monde de l'Antiquité orientale est peuplé de monstres, de créatures hybrides qui ont tous les pouvoirs, qui cumulent les pouvoirs de tous les animaux puissants, des hommes, etc. Et là, vous nous avez aussi... J'ai fait un animal fabuleux qui tient du taureau, du ailé, sauf que ses ailes sont différentes. Mais il a des cornes bien dorées, bien importantes. Oui, cette forme des cercles qu'il a sur le dos, ça aussi, c'est venu un peu de ce que les chameaux ont des petites maisons sur le dos. D'habitude, les femmes sont transportées dans ces petites maisons. Donc, voilà, c'est un agglomérat comme dans l'Antiquité. Et donc, pour nous, difficile, parce qu'on pouvait, pareil, aller dans les salles. Il y a évidemment des chameaux, des dromadaires, et puis il y a toutes ces créatures fabuleuses. Vous avez vu tout à l'heure un génie à tête de rapace. Ici, vous voyez un centaure qui est en train d'offrir un quadrupède, qu'on a mis ici parce qu'il fait partie de ces animaux, de ces êtres plutôt, fabuleux, qui côtoient là très directement dans la salle dédiée à Chypre cet animal fabuleux, contemporain et brillant, comme les divinités dans l'Antiquité orientale, et comme une autre divinité. Alors là, c'est la déesse Hathor, qui est aussi brillante. Et donc je l'ai
J'ai essayé de la styliser au maximum. Elle est représentée par ses cornes. La déesse Hathor a été la plus grande déesse de l'Antiquité, autant aimée à Chypre, en Égypte, en Mésopotamie, enfin partout. Voilà, ça c'est ma version de la déesse Hathor. Alors qui évidemment dialogue ici avec un chapiteau d'Hathor, un chapiteau hathorique, cette déesse égyptienne qui a été en faveur au Levant et à Chypre. Mais tout de même, nous c'est vrai que dans cette liberté que vous nous avez donnée, des cornes, qui plus est dorées, alors que tous les textes de l'Antiquité orientale décrivent les divinités comme parées d'une aura. Là encore, je vous laisse imaginer ce que ça a pu inspirer, mais ça brille, la divinité brille, elle est couverte d'un halo lumineux, ça nous a évoqué ça, et puis surtout les cornes, puisque en fait, il y a 2 critères pour être une divinité, c'est la brillance et les cornes. Et plus vous avez de cornes de taureau, plus vous êtes une divinité importante. On a donc ici mis une tête de Dieu majeur, qui, vous le voyez ici, on a 4 paires. Ça a bien changé aujourd'hui, mais ceci dit, c'est évidemment la représentation d'Hathor, mais aussi pour nous, de la divinité dans son ensemble, qui est présente dans toutes les salles du département des Antiquités orientales, puisque ce symbole de la corne divine a perduré pendant 3000 ans au moins. Et puis, on va terminer sur la création, en allant à Chypre, donc dans la salle de Chypre, cette révélation qu'on a tous découvert il y a quelques jours. Quand Madame Descartes m'a proposé de faire cette exposition, elle a voulu qu'on parle vraiment des salles de Chypre, que moi je connaissais pas trop, parce que pas beaucoup de monde les visite. Et donc, je me suis attelée à vraiment essayer de comprendre ou d'apprendre l'histoire de Chypre. Et là, je suis tombée sur un livre qui parlait de ça. Chypre a été un des plus grands exportateurs de cuivre dans l'Antiquité. Ça allait en Phénicie et de là était distribué dans tout le Moyen-Orient. Donc, il y avait des représentations de ces porteurs de lingots, toujours en forme de peau de vache, de peau de bœuf, et on le voit, le personnage tenir le lingot sur ses épaules, un peu comme oui, comme ça, ou bien il est debout sur le lingot. Donc moi j'ai choisi de le faire debout sur le lingot, et là il est en véritable cuivre, et puis le personnage il a son bouclier et il a une flèche qui est peut-être un pipeau, parce que c'est entre les deux. On l'espère. Et là j'étais vraiment contente de produire une réelle œuvre pour le Louvre, pour ce qu'on m'a demandé. Et voilà, je trouve qu'il est réussi, mon petit personnage. Voilà. On vous invite évidemment à le découvrir, donc au milieu de toutes ces figures de Chypre, de chypriotes, et effectivement Chypre en fait, doit son nom au cuivre, à ce commerce et à la plaque tournante qu'elle a été dans l'Antiquité. Et encore une fois, ça me permet de remercier d'abord et avant tout Simone Fatal pour cette œuvre et pour les autres, et pour le fait qu'en effet, l'Antiquité orientale en général, mais Chypre est un peu plus sous les projecteurs. C'est une histoire passionnante, donc, que vous pouvez traverser avec ces éclairages contemporains. Et on a terminé par une page de remerciements, parce qu'encore une fois, c'est un projet extrêmement collectif qui doit beaucoup, je le redis, sinon tout, à vous, à Laurence Descartes, Donatien Gros et Nicolas Marbeau pour beaucoup, mais évidemment auquel s'est quand même très largement greffé l'équipe du département et des autres directions qui sont listées ici. Il y a beaucoup de monde qui a contribué à ce que vous pouvez maintenant voir dans les salles. Je vous remercie beaucoup. Merci. Merci.